Terre, notre planète. Unique, agitée, dynamique. Les continents à la dérive s'entrechoquent. Les volcans entrent en éruption. Les glaciers avancent, puis reculent. Ces forces titanesques, constamment à l'œuvre, nous ont laissé en héritage bien des mystères géologiques. Dans cet épisode, nous remontons le temps pour étudier comment la glace a modelé l'Amérique du Nord. Des géologues découvrent comment les températures ont plongé à moins 32 degrés Celsius de moyenne toute l'année. Comment un mur de glace 4 fois plus haut que l'Empire State Building a recouvert la majorité du continent et comment cette glace a créé d'extraordinaires merveilles géologiques. Un chapitre pour le moins refroidissant de la saga des origines de la Terre. Il est une force physique formidable qui, plus que tout autre, a contribué à façonner l'Amérique moderne, la puissance irrésistible de la glace. Durant des millions d'années, des chapes de glace de plus de 1500 mètres de haut ont décapité les montagnes, obstrué les fleuves et détourné leur cours. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que l'on comprend à quel point la glace a sculpté le paysage des États-Unis grâce aux scientifiques qui explorent l'impact géologique colossal de l'âge de glace de l'Amérique. Durant des siècles, les géologues sont restés perplexes devant ces marques mystérieuses gravées dans la roche de la majeure partie de l'Amérique du Nord et devant ces monticules rocheux isolés éparpillés dans tout le pays. Beaucoup pensaient que ces éléments étaient les traces d'une gigantesque inondation survenue dans un lointain passé. C'est alors qu'en 1847, un professeur récemment nommé à l'université de Harvard avance une hypothèse révolutionnaire. Le géologue Louis Agassiz compare le paysage et les roches nord-américaines aux glaciers de montagne de sa Suisse natale. S'appuyant sur les théories qu'il a formulées 10 ans auparavant au sujet des Alpes, il affirme que l'Amérique du Nord était jadis ensevelie sous un épais manteau de glace. Les travaux d'Agassiz à Harvard le rendent célèbre dans le monde entier. Il faudra pourtant attendre les années 1950 pour que ces conclusions soient validées par des preuves découvertes au fond de l'Atlantique. Des preuves qui sont conservées dans ce laboratoire réfrigéré de l'Université de Miami. Ces milliers de tubes en plastique offrent aux scientifiques un aperçu unique sur le passé météorologique de la Terre primitive. Les prélèvements entreposés dans cette pièce sont les premières informations que nous possédions sur les changements climatiques des 2 derniers millions d'années. Grâce à eux, nous avons commencé à comprendre les modifications qui se sont produites au cours des périodes glaciaires. Ces carottes de vase ont été prélevées par l'océanographe Cesare Emiliani. Plus il forait profondément, plus il remontait dans le temps, et plus les échantillons étaient anciens. Ce sont des échantillons de sédiments marins de grande profondeur. Ils contiennent des petits organismes qui ont enregistré la température, la salinité et les autres conditions qui régnaient à l'époque où ils étaient en vie. Ces minuscules créatures marines sont des foraminifères. Leur composition chimique varie selon la température de l'eau dans laquelle ils évoluent. Disséminés dans les couches de boue, ils font office de thermomètres miniatures et nous renseignent sur les variations de la température terrestre à différentes époques de son passé. Il y a un peu plus de 2 millions d'années, la température moyenne annuelle des États-Unis continentaux tournait autour de 13,3 degrés Celsius, environ 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui.
Puis le thermomètre s'est mis à chuter régulièrement en dessous de zéro et à y rester durant de longs mois. Ce refroidissement s'accompagne d'énormes changements et à l'échelle du temps géologique, à une vitesse stupéfiante. En 10 000 ans, la température moyenne annuelle tombe à -3, l'équivalent de la température moyenne de Chicago en hiver. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas avec certitude ce qui a causé une baisse aussi rapide. Des variations de l'orbite terrestre, un changement de l'inclinaison de son axe, ou même la création de la chaîne de l'Himalaya pourrait en être la cause. Une chose est certaine, avec des températures négatives toute l'année, la neige ne fond pas. Une grosse tempête pouvant déposer plus de 40 millions de tonnes de neige, cette masse se durcit en épaisse nappe de glace. L'âge de glace de l'Amérique a commencé. Ce qui s'est passé ensuite, un indice important nous l'apprend. Il se trouve dans une carrière de pierre, à côté de Champaign, en Illinois. L'extraction à la dynamite met au jour des roches normalement enfouies profondément dans le sol. C'est l'occasion pour les géologues d'observer des échantillons autrement inaccessibles. Cette roche, prise dans cette strate sableuse et caillouteuse, est un élément de preuve d'une importance capitale dans l'histoire de l'Amérique du Nord de ces derniers 100 000 ans. C'est ce qu'on appelle un bloc erratique, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place. Il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour aboutir ici. Ce type de granit, que l'on trouve généralement au Canada, s'est retrouvé on ne sait comment en Illinois. Et ce n'est pas un fait isolé. Tous les États du Nord sont jonchés de rochers de toute taille et de toute forme, déposés loin de leur lieu d'origine. Celui-ci trône à Central Park, à New York. Il vient du New Jersey. Et celui-là, équivalent en poids et en taille à une automobile, vient de 800 km au nord de l'Ontario. Comment ces énormes masses ont-elles été transportées sur d'aussi longues distances? Les scientifiques ont percé le mystère. Les couches de glace accumulées il y a 2 millions d'années se sont mises en mouvement, avançant comme de gigantesques glaciers à travers le nord des États-Unis. Ces très gros rochers, gelés en profondeur, se détachent de leur socle et sont transportés sur des centaines de kilomètres. Le glacier agit comme un tapis roulant qui les dépose à l'endroit où nous les avons trouvés, dans un paysage ou un affleurement comme celui-ci. Nos investigateurs doivent maintenant découvrir jusqu'où la glace a voyagé. Une mission qui les oblige à prendre l'air. Dans la lumière de l'aube, Brown repère une curieuse petite colline qui domine la plaine de l'Illinois. Débarrassée de son camouflage boisé, la forme de la colline révèle les secrets de sa création. Ce paysage aux douces ondulations s'étend sur près de 650 km. L'étude de ces formations et de leur genèse nous permettent de démêler l'histoire de l'ère glaciaire. La formation observée par Steve Brown est un monticule de blocailles que les géologues appellent une moraine. C'est une accumulation de débris arrachés à la terre par un glacier, puis entraînés et déposés devant celui-ci. Cette colline marque l'endroit où le glacier a cessé de progresser vers le sud. Les géologues ont relevé la position d'autres collines de moraines à travers les États-Unis. Ils ont ainsi cartographié l'expansion du manteau de glace nord-américain. Près des 2/3 du continent étaient ensevelis sous la glace. Jusqu'à présent, les scientifiques qui mènent l'enquête sur l'âge de glace
ont découvert de minuscules organismes marins dans les sédiments océaniques qui témoignent d'une baisse de 15 degrés au début de la glaciation et des collines de rocs et de débris morainiques marquant l'endroit où le manteau de glace a fait halte. Mais la révolution glaciaire ne s'est pas arrêtée là. Et les géologues s'attaquent à un nouveau défi. Comment la glace a-t-elle créé certains des paysages les plus célèbres d'Amérique du Nord? Il y a 2 millions d'années, la chute des températures a entraîné la formation d'immenses couches de glace qui ont recouvert la majeure partie de l'Amérique du Nord. Les géologues se sont donné pour mission de découvrir quels effets elles ont eus sur le sol qui les portait. Tous les endroits recouverts jadis par la glace présentent les mêmes caractéristiques étonnantes, comme ces rangées de pierres, toujours disposées de la même façon. Voici un bel exemple de pavage de pierre. Cette concentration de petites pierres et de cailloux a été déposée en une rangée d'1 ou 2 pierres d'épaisseur. Pour les scientifiques, ces pavages ont dû être déposés au pied du glacier. Et même les rochers les plus durs sont éraflés et creusés de sillons en surface. Le glacier véhicule d'autres fragments de pierre qui égratignent les rochers, les polissent et créent des rainures appelées stries. Ces rayures sont des traces essentielles qui révèlent comment l'ère glaciaire a transformé l'environnement. En mesurant leur orientation, nous pouvons en déduire la direction de la coulée de glace. J'aligne ma boussole parallèlement aux stries de la roche, ce qui m'indique que la glace avançait en provenance du nord-est, de cette direction vers celle-ci. Curieusement, dans tout le nord des États-Unis, les stries ne courent pas forcément dans le même sens. Ces rochers de Central Park, à New York, ont été striés par un glacier descendant du nord-ouest. Il ne peut y avoir qu'une explication à ces différences. Les stries ne proviennent pas toutes d'une seule nappe de glace, comme on le pensait, mais bien de plusieurs. Ces phénomènes d'avancée et de retrait qui modifient le paysage se sont produits à de nombreuses reprises. Le passage des glaces a laissé sa marque sur toutes les couches rocheuses traversées. Les investigateurs disposent ainsi de nombreux éléments leur permettant d'établir le tracé des mouvements glaciaires. Mais brosser un tableau complet demande un gros travail d'investigation géologique. Ce cycle de glaciation qui avance et recule nous laisse des pistes incroyablement difficiles à relier. Dans chaque endroit que nous étudions, comme dans cette carrière, nous n'observons que des fragments du puzzle. C'est donc un grand défi de parvenir à le reconstituer. La glace a changé l'environnement, en particulier par l'érosion des débris glaciaires, des roches et des sols qui ont complètement modifié l'aspect du paysage. Progressant à la vitesse d'environ 60 cm par jour, les immenses glaciers détournent le cours d'anciens fleuves. Même le puissant Mississippi n'est pas de taille à résister. Ils ont repoussé le Mississippi, qui coulait à l'époque en plein centre de l'Illinois. En descendant vers le sud, un glacier forme barrage en travers du fleuve primitif. Devant le front glaciaire se forme alors un immense lac. Celui-ci finit par déborder et creuser un nouveau lit à 130 km à l'ouest. C'est le cours qu'il emprunte encore aujourd'hui. Quant à l'impact de la fonte des glaces, il est presque aussi important. L'immense masse d'eau qui se déverse doit bien s'écouler quelque part. Un tout nouveau paysage s'est formé, avec de nouvelles vallées fluviales, de nouveaux lits, de nouveaux cours d'eau. L'ancien paysage a été complètement bouleversé et remodelé.
Là où la roche était tendre ou fragilisée par des failles, les glaciers ont creusé d'immenses bassins. Avec les inondations, ces dépressions se sont vite remplies d'eau. Tous les lacs naturels d'Indiana, d'Illinois et du Wisconsin ont été créés par des glaciers. Les plus grands de ces bassins glaciaires forment ce que nous appelons les Grands Lacs. Ces cuvettes géantes, à cheval entre le Canada et les États-Unis, représentent un volume de 23 000 km3. L'eau qu'elles retiennent pourrait submerger la totalité de l'État de New York, sur plus de 180 mètres de hauteur. Mais ce n'est là qu'une partie infime de la masse d'eau déversée à la fonte des glaces, puisque celle-ci atteint 162 000 km3. C'est plus de 100 fois le volume d'eau contenu dans chaque fleuve de la planète. L'inondation se jette de l'escarpement de Niagara au rythme de 159 millions de litres par minute. L'équivalent de pas loin de 2 piscines olympiques à chaque seconde. Elle taille une gorge de 11 km de long sur 55 mètres de profondeur dans la masse rocheuse. La glaciation a créé l'une des merveilles du monde moderne, les chutes du Niagara. Nos enquêteurs doivent à présent comprendre pourquoi la glace a avancé et reculé aussi souvent. Ce n'est qu'au milieu des années 1960 que les premiers éléments révélateurs sont découverts. À l'époque, l'armée américaine construit des bases dans les coins les plus reculés du globe. Voici le laboratoire arctique idéal, gelé en permanence, sous la calotte polaire, qui recouvre toute l'île à part quelques zones côtières. Les géologues s'aperçoivent que les carottes de glace prélevées par des forêts creux recèlent de précieuses données historiques. Ces échantillons, ainsi que d'autres, extraits de puits, sont entreposés dans un laboratoire de Denver, au Colorado. Nous sommes dans le Fort Knox de la paléoclimatologie. Ces tubes renferment la somme de nos connaissances, de ce que nous avons appris sur le climat ces 50 dernières années. Ils contiennent des carottes de glace d'1 mètre de long, extraites de multiples couches de neige compactées. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la glace qui fascine les scientifiques. Année après année, les chutes de neige se sont accumulées en couches peu denses, piégeant l'air entre leurs flocons. Les carottes de glace sont les seules archives précises de l'atmosphère passée. De minuscules bulles d'air sont visibles dans ces échantillons, de l'air inaltéré datant de 100 000 ans à 1 million d'années. Plus la bulle est profonde, plus l'air est ancien. Elle contient non seulement un indicateur thermique, mais aussi des poussières qui nous renseignent sur la circulation atmosphérique et des informations sur les gaz à effet de serre. Chaque couche de glace correspond à une époque précise de l'histoire de la Terre, celle où la chute de neige a eu lieu. Ainsi, en analysant les bulles d'une couche donnée, les scientifiques peuvent déterminer quelle était l'atmosphère du globe à n'importe quel moment du passé. Imaginez que vous écriviez un livre et que vous y ajoutiez une page chaque année. Ces pages s'empilent les unes sur les autres. Plus tard, les climatologues vont les lire une par une. C'est ce que nous faisons avec nos carottes de glace. La lecture de ces relevés du climat terrestre révèle que la croissance et la fonte des glaces a suivi un schéma précis. Au cours du dernier million d'années, on observe un rythme assez régulier. Une glaciation majeure se produit tous les 100 000 ans. Selon certaines théories,
Ces périodes de refroidissement coïncideraient avec les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil. Mais les carottes de glace ont d'autres secrets à dévoiler. Les prélèvements étudiés par Jim White donnent à penser que plus la glaciation s'étirait en longueur, plus elle s'intensifiait. Il y a environ 400 000 ans, nous sommes passés de glaciation relativement modeste à une ère glaciaire majeure. Jusqu'ici, nos géologues enquêteurs ont découvert comment l'ère glaciaire, toujours plus froide, a sculpté des paysages parmi les plus spectaculaires du continent nord-américain. Les roches striées témoignent du passage des glaciers à travers les États-Unis. Quant aux carottes de glace, elles conservent la preuve d'un cycle de 100 000 ans de glaciation et de réchauffement et de températures de plus en plus basses à mesure que la période glaciaire s'éternisait. Cependant, de nouveaux éléments indiquent que son impact colossal a eu d'autres conséquences. Nous allons voir comme la glace a déformé la Terre elle-même et transformé la silhouette des côtes de tout le continent nord-américain. Il y a 2 millions d'années, la température moyenne annuelle chute radicalement. Une chape de glace s'étend vers le sud jusqu'en Illinois. Nos investigateurs veulent connaître l'épaisseur de ce manteau glaciaire et l'effet de son poids sur l'Amérique du Nord. Une première piste se dessine dans l'État de New York, à Bear Mountain. Personne ne connaît avec exactitude l'épaisseur de la couche de glace, mais nous nous trouvons actuellement au sommet de Bear Mountain, à 390 mètres d'altitude. Ces séries d'entailles proviennent de l'érosion glaciaire. Elles sont produites par de gros blocs rocheux enchâssés à la base d'un immense glacier. Mus par l'avancée de la glace, ils ont arraché des morceaux à la surface du soubassement rocheux. La découverte de Charles Merguerian au sommet de cette montagne prouve l'épaisseur de la glace en mouvement. Cette grosse montagne n'a pas entravé le moins du monde la marche du glacier. Il l'a franchie comme si elle n'existait pas. On pense qu'il faisait plus d'1,5 km d'épaisseur. Ces marques nous apprennent que le manteau glaciaire de l'État de New York devait s'élever 4 fois plus haut que l'Empire State Building. Grâce à ces chiffres, Charles Merguerian peut estimer le volume de glace total qui recouvrait l'Amérique du Nord. Le résultat donne le vertige. 70 millions de kilomètres cubes. Imaginez que ce bloc de glace, épais d'environ 15 cm, soit le manteau qui a recouvert l'Amérique du Nord durant la dernière glaciation. Il en faudrait peut-être 100 milliards, un chiffre qui dépasse l'imagination. Ce pain de glace pèse 12 kilos pour un volume de 10 cm3. Or, l'Amérique était écrasée sous 17 millions de kilomètres cubes de glace. Et quand les scientifiques ont entrepris de calculer son poids total, ils ont obtenu un résultat presque trop considérable pour l'esprit humain. 68 000 trillions de tonnes. On ne s'étonnera pas qu'une masse aussi importante n'ait pas simplement affecté l'Amérique, mais déformé la planète elle-même. Ce ballon est une représentation du globe terrestre, avec tous les continents. Voici le contour de l'Amérique du Nord. Au début de la glaciation, la neige s'est accumulée au Canada. Puis la glace a épaissi et a commencé à descendre vers le sud pour atteindre son expansion maximale ici, en Illinois. Et ce faisant, la masse de glace a rabaissé le continent. L'écorce terrestre repose sur une couche appelée manteau par les scientifiques. De la roche à moitié en fusion qui se comporte un peu comme du plastique chaud.
Le poids des vastes étendues de glace appuie sur l'intérieur du continent. Simultanément, certaines régions côtières émergent de la mer. Mais la glace a également trouvé d'autres manières de refaçonner le littoral américain jusqu'à lui donner la silhouette que nous lui connaissons aujourd'hui. Un indice capital a été découvert dans un lieu des plus improbables, un tribunal municipal de Miami. Cet immeuble, bâti au début du XXe siècle, est remarquable par les matériaux utilisés pour revêtir sa façade. Ces pierres sont constituées de récifs coralliens fossilisés. Elles nous en apprennent beaucoup sur le passé et peut-être sur le futur de la Floride. Le corail provient des durs squelettes en carbonate de calcium de créatures marines microscopiques qui ne vivent qu'en eau peu profonde. Pourtant, la pierre de ce tribunal a été extraite d'un ancien récif qui se trouve aujourd'hui à 1,5 km de l'océan et bien au-dessus du niveau de la mer. Je me trouve à environ 1,50 m d'altitude et cette paroi rocheuse fait bien 1,80 m de haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est composée de coraux fossilisés. Cela signifie que dans le passé, nous aurions été noyés sous près de 2 mètres d'eau. Ces pierres coralliennes sont âgées de 130 000 ans. Ce qui veut dire que le niveau de la mer dans la région de Miami devait être nettement plus élevé qu'aujourd'hui. Tandis que les spécialistes tentent de comprendre pourquoi elle était si haute, les récifs de coraux livrent de nouveaux éléments et le mystère s'épaissit. Au large de la côte de Miami, des plongeurs ont découvert un récif de corail à 137 mètres de profondeur. Ces coraux n'ont que 25 000 ans. Et parce qu'un récif comme celui-ci ne se forme qu'en eau peu profonde, il apparaît qu'à l'époque, le niveau de l'océan devait être bien plus bas que de nos jours. De toute évidence, le littoral se situait ailleurs. Nous sommes à environ 3 km de la côte de Fort Lauderdale, à la lisière du Gulf Stream. Il y a 20 ou 25 000 ans, à l'époque du plus bas niveau de la mer, nous aurions été tout près de la plage. Là où l'on voit aujourd'hui l'océan et les gratte-ciel derrière, on aurait vu une plage de sable et de douces collines. L'étude des coraux indique que la succession des variations de niveau de la mer a profondément modifié la forme de l'Amérique. L'Amérique du Nord, que j'ai appris à dessiner à l'école, n'a rien à voir avec celle du passé. La carte de la Floride était bien différente. Il y a 25 000 ans, quand la mer était basse, la Floride était 3 fois plus grande qu'aujourd'hui. Davantage de terre émergeait des eaux. Les géologues s'aperçoivent alors que les variations du niveau de la mer près des côtes sont directement liées aux différences d'épaisseur de la glace sur Terre. Une découverte capitale pour la compréhension des effets de la glaciation. L'eau qui s'évapore des océans se condense dans l'atmosphère et se transforme en neige. Mais dans les périodes froides, cette neige s'accumule sur la Terre en couches de glace. Et lorsque la presque totalité des réserves d'eau mondiales est figée sous forme de glace, les océans manquent d'eau et leur niveau baisse. Quand la Terre est froide, il y a plus de glace sur le sol, et de ce fait, la mer est plus basse. Quand la Terre est chaude, il y a moins de glace sur le sol, et le niveau de la mer est plus haut. C'est logique, car l'eau de fonte ne peut se déverser que dans l'océan. Notre enquête sur la configuration de l'Amérique du Nord actuelle progresse pas à pas. Les entailles relevées dans l'État de New York révèlent que le manteau glaciaire atteignait plus de 1500 mètres de haut.
Et les anciens récifs de corail au large de la Floride prouvent que le niveau des océans n'a cessé de fluctuer. La glace a modelé le continent. Mais aujourd'hui, les scientifiques constatent qu'elle a également formé un pont vers d'autres terres et décidé de l'avenir de l'humanité. L'âge de glace de l'Amérique débute il y a 2 millions d'années. Les températures varient en fonction de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il y a 130 000 ans, le continent jouissait d'un climat tropical. Mais il y a 25 000 ans, le froid s'installe. Les glaciers couvrent les 2 tiers de l'Amérique du Nord sur une hauteur de 1600 mètres. Notre enquête se penche à présent sur les conséquences de cette glaciation sur les habitants du continent. Dans les grottes de Paisley, en Oregon, les scientifiques ont découvert des indices essentiels laissés par des humains. Un coprolite. Quel beau spécimen. Ce coprolite n'est autre qu'un excrément humain fossilisé. Nous sommes sur le site de la découverte des plus anciens restes humains. Ils ont été datés grâce à leur ADN et appartiennent à des gens venus probablement de Sibérie il y a au moins 14 300 ans. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord est séparée de la Sibérie par l'océan. Néanmoins, la présence sur le sol américain d'hommes venus de Sibérie prouve sans l'ombre d'un doute qu'un isthme devait relier les 2 continents il y a environ 14 000 ans. On sait que la gigantesque masse de glace a pompé l'eau des océans. Mais plus important encore, en se retirant, les océans Arctique et Pacifique ont laissé à nu les fonds marins entre l'Amérique et la Sibérie. Bien sûr, il reste concevable que les hommes qui vivaient dans les grottes de Paisley il y a 14 000 ans aient rejoint l'Amérique par la mer. Mais cette théorie est remise en question par la découverte d'un objet. C'est un outil taillé dans un os de Camelops esternus, mieux connu sous le nom de chameau occidental. On voit la courbure de l'os. Ici, c'est la face externe qui se poursuivait pour former un grand arc de cercle. Ils ont détaché cette partie, puis ils ont découpé des dents tout du long. L'animal mort ici, il y a des millénaires, est l'ancêtre des chameaux à 2 bosses d'Asie. Peu de gens savent qu'il peuplait l'Amérique du Nord. Les chameaux ont vécu ici pendant environ 40 millions d'années. Ce qui me surprend le plus, c'est que les gens l'ignorent. En fait, les plus anciens fossiles de chameaux jamais découverts proviennent du sud du Dakota et sont antérieurs de plusieurs millions d'années à ceux trouvés dans d'autres régions du monde. C'est la preuve que le chameau est apparu en Amérique du Nord et qu'à une époque, il y vivait à l'exclusion de tout autre endroit. Ces animaux qui ne pouvaient migrer par la mer n'ont pu rejoindre l'Asie que par un pont terrestre. Reste une énigme. Les informations fournies par les fossiles montrent que le chameau a disparu du continent américain il y a 12 000 ans. Les scientifiques veulent savoir pourquoi. À la fin de la dernière glaciation, nous avons vu une réduction considérable du nombre d'espèces présentes aux États-Unis et dans l'hémisphère occidental. Pour quelle raison?
Il est possible que le climat ait changé si radicalement qu'elles n'ont pas pu s'adapter. Au labo de Denver, Jim White interroge un témoin qui pourrait confirmer que les chameaux américains se sont éteints à la suite de la glaciation. Ce morceau de glace est fascinant. C'est l'une des pièces les plus importantes de notre collection. C'est l'instant T du changement climatique. Ce témoin, c'est une carotte de glace, une capsule temporaire gelée indiquant la température de l'Amérique du Nord il y a 12 000 ans. Soudain, le froid s'est intensifié. Nous avons ouvert le livre du climat. Si nous le lisons à partir d'aujourd'hui et en remontant dans le temps, nous sommes à la page 12 000. À partir de ce moment, nous avons eu 1 millier d'années de froid. C'est la preuve du dernier sursaut de l'âge de glace, un regel rapide de l'Amérique. Ces changements de climat abrupts peuvent atteindre 10 degrés Celsius en 50 ans ou moins. Une baisse d'1 degré par an pendant plusieurs années consécutives. Une chute brutale qui a de quoi faire frémir. C'est passé du climat de Miami à celui de Montréal. Le grand refroidissement arrive vite. De doux, le climat devient polaire en moins d'un siècle. Et il dure près de 1600 ans. La glaciation est si forte que les chameaux, les mammouths et les autres grands animaux ne peuvent y survivre. Ces montagnes russes climatiques sont extrêmement stressantes pour les végétaux et les animaux. Ce dernier épisode de l'âge de glace a pris fin il y a 10 000 ans. Depuis, la glace n'a plus jamais envahi le continent. Les scientifiques qui étudient les vestiges des couvertures glaciaires américaines ont découvert des coprolites, preuve concluante que les glaciers ont provoqué la baisse du niveau de la mer, exposant ainsi un isthme reliant la Sibérie à l'Amérique. Et dans cette carotte de glace, le relevé météo du dernier refroidissement meurtrier de la glaciation. L'enquête se poursuit. La fin du grand refroidissement marque le début de la période tempérée dont jouit le continent aujourd'hui. Pourtant, cela pourrait annoncer une catastrophe pour certaines de ses plus grandes villes. Il y a 2 millions d'années, à la suite de périodes de gel intense, de gigantesques manteaux de glace recouvrent l'Amérique du Nord. Celle-ci se brise, elle lacère et inonde les terres, sculptant au passage quelques célèbres merveilles géologiques. Les Grands Lacs, le puissant Mississippi et les chutes du Niagara ont tous été créés par l'avancée et le recul des glaciers. Depuis 10 000 ans, la Terre connaît des températures de plus en plus chaudes. Et en reculant, les glaciers peuvent avoir d'autres effets, tout aussi considérables que le modelage d'un continent. La glace a changé la topographie du paysage. Elle a changé notre manière de vivre dans cet environnement. Elle a produit notre eau potable. Elle nous a légué des terres très fertiles. Les plus productives du monde sont ici, en Amérique du Nord. Et d'un point de vue purement économique, les milliards de dollars provenant de l'exploitation agricole résultent directement de cette glaciation. Durant l'âge de glace, de vastes étendues de l'Amérique du Nord étaient recouvertes par les glaciers. Aujourd'hui, leur surface ne représente plus que 75 000 km². Ce qu'il en reste constitue une précieuse ressource. Chaque été, dans le seul État de Washington, la fonte des glaciers procure 1779 milliards de litres d'eau potable. Mais tout se paie. L'eau de fonte a fait remonter le niveau de la mer de 30 cm par siècle. Et ce rythme s'accélère.
Les biologistes marins sont les premiers témoins de son impact. Les coraux construisent des villes, tout à fait comme les humains. Ils ont dû se déplacer au gré des changements de niveau de la mer, descendant et montant avec elle. On peut se poser la question suivante. Nos villes devront-elles s'adapter aux variations de niveau des océans comme les récifs coralliens? Actuellement, environ 10% de la surface totale du globe, soit 15,5 millions de kilomètres carrés, est recouverte d'un manteau glaciaire. Mais cette glace fond rapidement. Si la tendance au réchauffement se poursuit, tous les glaciers du Parc national des glaciers du Montana auront disparu d'ici 2030. Le plus grand glacier d'Amérique du Nord est celui de Bering, en Alaska. Il fait 210 km de long sur 16 de large, et sa couche de glace atteint 800 mètres d'épaisseur. Au cours des 20 dernières années, cette glace s'est amincie. Elle est moins épaisse de 200 mètres à l'endroit où le glacier atteint la mer. La fonte est telle que chaque année, au moins 29 km3 d'eau se déverse dans l'océan, 2 fois plus que la totalité du fleuve Colorado. Dans le même temps, la banquise arctique a rétréci d'1 million de kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie du Texas et du Nouveau-Mexique réunis. Si la glace continue à fondre à cette allure, la carte des côtes américaines sera à nouveau redessinée. Voici l'aspect de la Floride en 1995. Et voici à quoi elle pourrait ressembler dans une centaine d'années. Une perte de plus de 16 000 km², là où plus d'1 500 000 personnes vivent en 2010. Et étant donné l'élévation actuelle des océans, voici à quoi pourrait ressembler la côte de la Floride à la fin du siècle prochain, en 2200. Cette ville, c'est Miami, ou ce qu'il en reste. À ce moment-là, l'avenue de l'océan se trouvera plus sûrement sous l'océan. La mer aura retrouvé son niveau d'il y a 130 000 ans. Les géologues qui enquêtent sur l'âge de glace ont trouvé les preuves de son rôle majeur dans la création de l'Amérique du Nord moderne. Les créatures marines ont servi de thermomètre miniature et enregistré le début de la glaciation. Les collines de moraine témoignent que les glaciers ont avancé suffisamment loin pour recouvrir les 2/3 du continent. Les marques en forme de croissant d'une montagne de l'État de New York attestent que les couches de glace ont atteint plus de 1600 mètres d'épaisseur. Et les anciens récifs de corail prouvent que le niveau de la mer n'a cessé de fluctuer au cours des 2 millions d'années de l'âge de glace américain. Notre investigation a révélé dans tous ses détails comment la glace a déterminé la géologie des États-Unis, et son œuvre n'est pas achevée. En se retirant, les glaciers dévoilent un paysage dissimulé depuis des milliers, parfois des millions d'années. Car jamais la Terre n'est au repos. Glaciaires américaines ont découvert des coprolites, preuve concluante que les glaciers ont provoqué la baisse du niveau de la mer, exposant ainsi un isthme reliant la Sibérie à l'Amérique. Et dans cette carotte de glace, le relevé météo du dernier refroidissement meurtrier de la glaciation. L'enquête se poursuit. La fin du grand refroidissement marque le début de la période tempérée
dont jouit le continent aujourd'hui. Pourtant, cela pourrait annoncer une catastrophe pour certaines de ses plus grandes villes. Il y a 2 millions d'années, à la suite de périodes de gel intense, de gigantesques manteaux de glace recouvrent l'Amérique du Nord. Celle-ci se brise, elle lacère et inonde les terres, sculptant au passage quelques célèbres merveilles géologiques. Les Grands Lacs, le puissant Mississippi et les chutes du Niagara ont tous été créés par l'avancée et le recul des glaciers. Depuis 10 000 ans, la Terre connaît des températures de plus en plus chaudes. Et en reculant, les glaciers peuvent avoir d'autres effets, tout aussi considérables que le modelage d'un continent. La glace a changé la topographie du paysage. Elle a changé notre manière de vivre dans cet environnement. Elle a produit notre eau potable. Elle nous a légué des terres très fertiles. Les plus productives du monde sont ici, en Amérique du Nord. Et d'un point de vue purement économique, les milliards de dollars provenant de l'exploitation agricole résultent directement de cette glaciation. Durant l'âge de glace, de vastes étendues de l'Amérique du Nord étaient recouvertes par les glaciers. Aujourd'hui, leur surface ne représente plus que 75 000 km². Ce qu'il en reste constitue une précieuse ressource. Chaque été, dans le seul État de Washington, la fonte des glaciers procure 1779 milliards de litres d'eau potable. Mais tout se paie. L'eau de fonte a fait remonter le niveau de la mer de 30 cm par siècle. Et ce rythme s'accélère. Les biologistes marins sont les premiers témoins de son impact. Les coraux construisent des villes, tout à fait comme les humains. Ils ont dû se déplacer au gré des changements de niveau de la mer, descendant. Mais plus important encore, en se retirant, les océans Arctique et Pacifique ont laissé à nu les fonds marins entre l'Amérique et la Sibérie. Bien sûr, il reste concevable que les hommes qui vivaient dans les grottes de Paisley, il y a 14 000 ans, aient rejoint l'Amérique par la mer. Mais cette théorie est remise en question par la découverte d'un objet. C'est un outil taillé dans un os de Camelops esternus, mieux connu sous le nom de chameau occidental. On voit la courbure de l'os. Ici, c'est la face externe qui se poursuivait pour former un grand arc de cercle. Ils ont détaché cette partie, puis ils ont découpé des dents tout du long. L'animal mort ici, il y a des millénaires, est l'ancêtre des chameaux à 2 bosses d'Asie. Peu de gens savent qu'il peuplait l'Amérique du Nord. Les chameaux ont vécu ici pendant environ 40 millions d'années. Ce qui me surprend le plus, c'est que les gens l'ignorent. En fait, les plus anciens fossiles de chameaux jamais découverts proviennent du sud du Dakota et sont antérieurs de plusieurs millions d'années à ceux trouvés dans d'autres régions du monde. C'est la preuve que le chameau est apparu en Amérique du Nord et qu'à une époque, il y vivait à l'exclusion de tout autre endroit. Ces animaux qui ne pouvaient migrer par la mer n'ont pu rejoindre l'Asie que par un pont terrestre. Reste une énigme. Les informations fournies par les fossiles montrent que le chameau a disparu du continent américain il y a 12 000 ans. Les scientifiques veulent savoir pourquoi.
À la fin de la dernière glaciation, nous avons vu une réduction considérable du nombre d'espèces présentes aux États-Unis et dans l'hémisphère occidental. Pour quelle raison? Il est possible que le climat ait changé si radicalement qu'elles n'ont pas pu s'adapter. Au labo de Denver, Jim White interroge un témoin qui pourrait confirmer que les chameaux américains se sont éteints à la suite de la glaciation. Ce morceau de glace est fascinant. C'est l'une des pièces les plus importantes de notre collection. Près de la plage. Là où l'on voit aujourd'hui l'océan et les gratte-ciel derrière, on aurait vu une plage de sable et de douces collines. L'étude des coraux indique que la succession des variations de niveau de la mer a profondément modifié la forme de l'Amérique. L'Amérique du Nord, que j'ai appris à dessiner à l'école, n'a rien à voir avec celle du passé. La carte de la Floride était bien différente. Il y a 25 000 ans, quand la mer était basse, la Floride était 3 fois plus grande qu'aujourd'hui. Davantage de terre émergeait des eaux. Les géologues s'aperçoivent alors que les variations du niveau de la mer près des côtes sont directement liées aux différences d'épaisseur de la glace sur Terre. Une découverte capitale pour la compréhension des effets de la glaciation. L'eau qui s'évapore des océans se condense dans l'atmosphère et se transforme en neige. Mais dans les périodes froides, cette neige s'accumule sur la Terre en couches de glace. Et lorsque la presque totalité des réserves d'eau mondiales est figée sous forme de glace, les océans manquent d'eau et leur niveau baisse. Quand la Terre est froide, il y a plus de glace sur le sol, et de ce fait, la mer est plus basse. Quand la Terre est chaude, il y a moins de glace sur le sol, et le niveau de la mer est plus haut. C'est logique car l'eau de fonte ne peut se déverser que dans l'océan. Notre enquête sur la configuration de l'Amérique du Nord actuelle progresse pas à pas. Les entailles relevées dans l'État de New York révèlent que le manteau glaciaire atteignait plus de 1500 mètres de haut. Et les anciens récifs de corail au large de la Floride prouvent que le niveau des océans n'a cessé de fluctuer. La glace a modelé le continent. Mais aujourd'hui, les scientifiques constatent qu'elle a également formé un pont vers d'autres terres et décidé de l'avenir de l'humanité. L'âge de glace de l'Amérique débute il y a 2 millions d'années. Les températures varient en fonction de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il y a 130 000 ans, le continent jouissait d'un climat tropical. Mais il y a 25 000 ans, le froid s'installe. Les glaciers couvrent les 2 tiers de l'Amérique du Nord sur une hauteur de 1600 mètres. Notre enquête se penche à présent. Quand la Terre est froide, il y a plus de glace sur le sol, et de ce fait, la mer est plus basse. Quand la Terre est chaude, il y a moins de glace sur le sol, et le niveau de la mer est plus haut. C'est logique car l'eau de fonte ne peut se déverser que dans l'océan. Notre enquête sur la configuration de l'Amérique du Nord actuelle progresse pas à pas. Les entailles relevées dans l'État de New York révèlent que le manteau glaciaire atteignait plus de 1500 mètres de haut. Et les anciens récifs de corail au large de la Floride prouvent que le niveau des océans n'a cessé de fluctuer. La glace a modelé le continent. Mais aujourd'hui, les scientifiques constatent qu'elle a également formé un pont vers d'autres terres et décidé de l'avenir de l'humanité. L'âge de glace de l'Amérique débute il y a 2 millions d'années. Les températures varient en fonction de l'orbite terrestre autour du Soleil. Il y a 130 000 ans, le continent jouissait d'un climat tropical.
Mais il y a 25 000 ans, le froid s'installe. Les glaciers couvrent les 2/3 de l'Amérique du Nord sur une hauteur de 1600 mètres. Notre enquête se penche à présent sur les conséquences de cette glaciation sur les habitants du continent. Dans les grottes de Paisley, en Oregon, les scientifiques ont découvert des indices essentiels laissés par des humains. Un coprolite. Quel beau spécimen. Ce coprolite n'est autre qu'un excrément humain fossilisé. Nous sommes sur le site de la découverte des plus anciens restes humains. Ils ont été datés grâce à leur ADN et appartiennent à des gens venus probablement de Sibérie il y a au moins 14 300 ans. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord est séparée de la Sibérie par l'océan. Néanmoins, la présence sur le sol américain d'hommes venus de Sibérie prouve sans l'ombre d'un doute qu'un isthme devait relier les deux continents il y a environ 14 000 ans. On sait que la gigantesque masse de glace a pompé l'eau des océans. Mais plus important, dans chaque fleuve de la planète. L'inondation se jette de l'escarpement de Niagara au rythme de 159 millions de litres par minute. L'équivalent de pas loin de 2 piscines olympiques à chaque seconde. Elle taille une gorge de 11 km de long sur 55 mètres de profondeur dans la masse rocheuse. La glaciation a créé l'une des merveilles du monde moderne, les chutes du Niagara. Nos enquêteurs doivent à présent comprendre pourquoi la glace a avancé et reculé aussi souvent. Ce n'est qu'au milieu des années 1960 que les premiers éléments révélateurs sont découverts. À l'époque, l'armée américaine construit des bases dans les coins les plus reculés du globe. Voici le laboratoire arctique idéal, gelé en permanence, sous la calotte polaire, qui recouvre toute l'île à part quelques zones côtières. Les géologues s'aperçoivent que les carottes de glace prélevées par des forêts creux recèlent de précieuses données historiques. Ces échantillons, ainsi que d'autres, extraits de puits, sont entreposés dans un laboratoire de Denver, au Colorado. Nous sommes dans le Fort Knox de la paléoclimatologie. Ces tubes renferment la somme de nos connaissances, de ce que nous avons appris sur le climat ces 50 dernières années. Ils contiennent des carottes de glace d'1 mètre de long, extraites de multiples couches de neige compactées. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la glace qui fascine les scientifiques. Année après année, les chutes de neige se sont accumulées en couches peu denses, piégeant l'air entre leurs flocons. Les carottes de glace sont les seules archives précises de l'atmosphère passée. De minuscules bulles d'air sont visibles dans ces échantillons, de l'air inaltéré datant de 100 000 ans à 1 million d'années. Plus la bulle est profonde, plus l'air est ancien. Elle contient non seulement un indicateur thermique, mais aussi des poussières qui nous renseignent sur la circulation atmosphérique et des informations sur les gaz à effet de serre. Chaque couche de glace correspond à une époque précise de l'histoire de la Terre, celle où la chute de neige a eu lieu. Ainsi, en analysant les bulles d'une couche, le plus grand glacier d'Amérique du Nord est celui de Bering, en Alaska. Il fait 210 km de long sur 16 de large, et sa couche de glace atteint 800 mètres d'épaisseur. Au cours des 20 dernières années,
cette glace s'est amincie. Elle est moins épaisse de 200 mètres à l'endroit où le glacier atteint la mer. La fonte est telle que chaque année, au moins 29 km3 d'eau se déverse dans l'océan, 2 fois plus que la totalité du fleuve Colorado. Dans le même temps, la banquise arctique a rétréci d'1 million de kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie du Texas et du Nouveau-Mexique réunis. Si la glace continue à fondre à cette allure, la carte des côtes américaines sera à nouveau redessinée. Voici l'aspect de la Floride en 1995. Et voici à quoi elle pourrait ressembler dans une centaine d'années. Une perte de plus de 16 000 km², là où plus d'1 500 000 personnes vivent en 2010. Et étant donné l'élévation actuelle des océans, voici à quoi pourrait ressembler la côte de la Floride à la fin du siècle prochain, en 2200. Cette ville, c'est Miami, ou ce qu'il en reste. À ce moment-là, l'avenue de l'océan se trouvera plus sûrement sous l'océan. La mer aura retrouvé son niveau d'il y a 130 000 ans. Les géologues qui enquêtent sur l'âge de glace ont trouvé les preuves de son rôle majeur dans la création de l'Amérique du Nord moderne. Les créatures marines ont servi de thermomètre miniature et enregistré le début de la glaciation. Les collines de moraine témoignent que les glaciers ont avancé suffisamment loin pour recouvrir les 2/3 du continent. Les marques en forme de croissant d'une montagne de l'État de New York attestent que les couches de glace ont atteint plus de 1600 mètres d'épaisseur. Et les anciens récifs de corail prouvent que le niveau de la mer n'a cessé de fluctuer au cours des 2 millions d'années de l'âge de glace américain. Notre investigation a révélé dans tous ses détails comment la glace a déterminé la géologie des États-Unis. Strain. Reste une énigme. Les informations fournies par les fossiles montrent que le chameau a disparu du continent américain il y a 12 000 ans. Les scientifiques veulent savoir pourquoi. À la fin de la dernière glaciation, nous avons vu une réduction considérable du nombre d'espèces présentes aux États-Unis et dans l'hémisphère occidental. Pour quelle raison? Il est possible que le climat ait changé si radicalement qu'elles n'ont pas pu s'adapter. Au labo de Denver, Jim White interroge un témoin qui pourrait confirmer que les chameaux américains se sont éteints à la suite de la glaciation. Ce morceau de glace est fascinant. C'est l'une des pièces les plus importantes de notre collection. C'est l'instant T du changement climatique. Ce témoin, c'est une carotte de glace, une capsule temporaire gelée indiquant la température de l'Amérique du Nord il y a 12 000 ans. Soudain, le froid s'est intensifié. Nous avons ouvert le livre du climat. Si nous le lisons à partir d'aujourd'hui et en remontant dans le temps, nous sommes à la page 12 000. À partir de ce moment, nous avons eu 1 millier d'années de froid. C'est la preuve du dernier sursaut de l'âge de glace, un regel rapide de l'Amérique. Ces changements de climat abrupts peuvent atteindre 10 degrés Celsius en 50 ans ou moins. Une baisse d'1 degré par an pendant plusieurs années consécutives. Une chute brutale qui a de quoi faire frémir. C'est passé du climat de Miami à celui de Montréal. Le grand refroidissement arrive vite. De doux, le climat devient polaire en moins d'1 siècle. Et il dure près de 1600 ans.
La glaciation est si forte que les chameaux, les mammouths et les autres grands animaux ne peuvent y survivre. Ces montagnes russes climatiques sont extrêmement stressantes pour les végétaux et les animaux. Ce dernier épisode de l'âge de glace a pris fin il y a 10 000 ans. Depuis, la glace n'a plus jamais envahi le continent. Les scientifiques qui étudient les vestiges des couvertures glaciaires américaines ont découvert des coprolites, preuve concluante que les glaciers ont provoqué là de quoi faire frémir. C'est passé du climat de Miami à celui de Montréal. Le grand refroidissement arrive vite. De doux, le climat devient polaire en moins d'un siècle. Et il dure près de 1600 ans. La glaciation est si forte que les chameaux, les mammouths et les autres grands animaux ne peuvent y survivre. Ces montagnes russes climatiques sont extrêmement stressantes pour les végétaux et les animaux. Ce dernier épisode de l'âge de glace a pris fin il y a 10 000 ans. Depuis, la glace n'a plus jamais envahi le continent. Les scientifiques qui étudient les vestiges des couvertures glaciaires américaines ont découvert des coprolites, preuve concluante que les glaciers ont provoqué la baisse du niveau de la mer, exposant ainsi un isthme reliant la Sibérie à l'Amérique. Et dans cette carotte de glace, le relevé météo du dernier refroidissement meurtrier de la glaciation. L'enquête se poursuit. La fin du grand refroidissement marque le début de la période tempérée dont jouit le continent aujourd'hui. Pourtant, cela pourrait annoncer une catastrophe pour certaines de ses plus grandes villes. Il y a 2 millions d'années, à la suite de périodes de gel intense, de gigantesques manteaux de glace recouvrent l'Amérique du Nord. Celle-ci se brise, elle lacère et inonde les terres, sculptant au passage quelques célèbres merveilles géologiques. Les Grands Lacs, le puissant Mississippi et les chutes du Niagara ont tous été créés par l'avancée et le recul des glaciers. Depuis 10 000 ans, la Terre connaît des températures de plus en plus chaudes. Et en reculant, les glaciers peuvent avoir d'autres effets, tout aussi considérables que le modelage d'un continent. La glace a changé la topographie du paysage. Elle a changé notre manière de vivre dans cet environnement. Elle a produit notre eau potable. Elle nous a légué des terres très fertiles. Les plus productives du monde sont ici, en Amérique du Nord. Et d'un point de vue purement économique, les milliards de dollars provenant de l'exploitation agricole résultent directement de cette glaciation. Durant l'hiver, certaines régions côtières émergent de la mer. Mais la glace a également trouvé d'autres manières de refaçonner le littoral américain jusqu'à lui donner la silhouette que nous lui connaissons aujourd'hui. Un indice capital a été découvert dans un lieu des plus improbables, un tribunal municipal de Miami. Cet immeuble, bâti au début du XXe siècle, est remarquable par les matériaux utilisés pour revêtir sa façade. Ces pierres sont constituées de récifs coralliens fossilisés. Elles nous en apprennent beaucoup sur le passé et peut-être sur le futur de la Floride. Le corail provient des durs squelettes en carbonate de calcium de créatures marines microscopiques qui ne vivent qu'en eau peu profonde. Pourtant, la pierre de ce tribunal a été extraite d'un ancien récif qui se trouve aujourd'hui à 1,5 km de l'océan et bien au-dessus du niveau de la mer.
Je me trouve à environ 1,50 m d'altitude. Et cette paroi rocheuse fait bien 1,80 m de haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est composée de coraux fossilisés. Cela signifie que dans le passé, nous aurions été noyés sous près de 2 mètres d'eau. Ces pierres coralliennes sont âgées de 130 000 ans. Ce qui veut dire que le niveau de la mer dans la région de Miami devait être nettement plus élevé qu'aujourd'hui. Tandis que les spécialistes tentent de comprendre pourquoi elle était si haute, les récifs de coraux livrent de nouveaux éléments et le mystère s'épaissit. Au large de la côte de Miami, des plongeurs ont découvert un récif de corail à 137 mètres de profondeur. Ces coraux n'ont que 25 000 ans. Et parce qu'un récif comme celui-ci ne se forme qu'en eau peu profonde, il apparaît qu'à l'époque, le niveau de l'océan devait être bien plus bas que de nos jours. De toute évidence, le littoral se situait ailleurs. Nous sommes à environ 3 km de la côte de Fort Lauderdale, à la lisière du Gulf Stream. Il y a 20 ou 25 000 ans, à l'époque du plus bas niveau de la mer, nous aurions été tout près de la plage. Là où l'on voit aujourd'hui l'océan et les gratte-ciel derrière, on aurait vu une... C'est une accumulation de débris arrachés à la terre par un glacier, puis entraînés et déposés devant celui-ci. Cette colline marque l'endroit où le glacier a cessé de progresser vers le sud. Les géologues ont relevé la position d'autres collines de moraine à travers les États-Unis. Ils ont ainsi cartographié l'expansion du manteau de glace nord-américain. Près des 2/3 du continent étaient ensevelis sous la glace. Jusqu'à présent, les scientifiques qui mènent l'enquête sur l'âge de glace ont découvert de minuscules organismes marins dans les sédiments océaniques qui témoignent d'une baisse de 15 degrés au début de la glaciation et des collines de rocs et de débris morainiques marquant l'endroit où le manteau de glace a fait halte. Mais la révolution glaciaire ne s'est pas arrêtée là. Et les géologues s'attaquent à un nouveau défi. Comment la glace a-t-elle créé certains des paysages les plus célèbres d'Amérique du Nord? Il y a 2 millions d'années, la chute des températures a entraîné la formation d'immenses couches de glace qui ont recouvert la majeure partie de l'Amérique du Nord. Les géologues se sont donné pour mission de découvrir quels effets elles ont eus sur le sol qui les portait. Tous les endroits recouverts jadis par la glace présentent les mêmes caractéristiques étonnantes, comme ces rangées de pierres, toujours disposées de la même façon. Voici un bel exemple de pavage de pierre. Cette concentration de petites pierres et de cailloux a été déposée en une rangée d'1 ou 2 pierres d'épaisseur. Pour les scientifiques, ces pavages ont dû être déposés au pied du glacier. Et même les rochers les plus durs sont éraflés et creusés de sillons en surface. Le glacier véhicule d'autres fragments de pierre qui égratignent les rochers, les polissent et créent des rainures appelées stries. Ces rayures sont des traces essentielles qui révèlent comment l'ère glaciaire a transformé l'environnement. En mesurant leur orientation, nous pouvons en déduire la direction de la coulée de glace. J'aligne ma boussole parallèlement aux stries de la roche, ce qui m'indique que la glace avançait en provenance du nord-est, de cette direction vers celle-ci.